Je pense qu'avant d'aller en phase d'exploitation, ça va prendre, il va falloir bien planifier une campagne d'acquisition de connaissances scientifiques. C'est essentiel. Et là, je parle de connaissances concrètes sur le terrain, appliquées en anticosti. On a fait un certain nombre de rapports techniques, on a colligé des revues de littérature pour les meilleures pratiques, les connaissances qui se concernent. Il va venir un temps où il va falloir qu'on mette carrément des connaissances scientifiques de l'avant, ici en Anticosti, qu'on ait un plan stratégique d'acquisition de tous les niveaux pour essentiellement caractériser le risque économique, le risque environnemental. Et ça devra se faire sous peu, je pense. Présentement, pour ce qui est de la phase d'exploration, je pense que je ne suis pas contre, dans le sens que ça fait partie de l'acquisition des connaissances scientifiques. Il y a énormément de données géologiques qui sont acquises comme telles. Reste à savoir si toutes ces données-là vont être dans le domaine public et disponible. Je crois que oui, éventuellement. Mais je pense que ça fait partie de l'acquisition des connaissances de base qu'on doit avoir sur caractériser le potentiel comme tel du McST. Mais aussi ces données-là, par exemple, les sondages stratigraphiques vont être d'une grande utilité pour connaître l'intégrité de la roche couverture. Il devrait y avoir dans une phase ultérieure qui est précédent exploitation, développement de connaissances nécessaires pour évaluer l'état des ressources en eau souterraine, l'état des ressources en eau de surface, établir un réseau de surveillance qui définit ces conditions-là pour être capable même de détecter s'il y a ou il n'y a pas d'impact de futures activités. Mais précédant ces futures activités-là, s'il est pour en avoir des activités d'exploitation, moi je rejoins André là-dessus, il faut qu'il y ait une évaluation sérieuse de est-ce qu'il y a ou il n'y a pas de ressources exploitables ou potentiellement économiques. Parce qu'en fait, que ce soit dans les mines ou dans les hydrocarbures, une mine, ça ne se trouve pas, des hydrocarbures, ça ne se trouve pas, ça se développe. Où on en est présentement en Anticosti, il y a eu des levées sismiques, puis il y a même, il y a quelques forages d'exploration, ils sont rendus à l'étape de tests, justement, qui nécessitent justement la fracturation, parce que la ressource qui est visée, ce n'est pas une ressource conventionnelle. Puis après ça, ça va demander une évaluation à la fois de la possibilité technique et de la possibilité économique de faire le développement. Donc, on est, même si c'était positif, à des années d'une exploitation potentielle. Par contre, si ça s'en va dans cette direction-là, il faut que ce temps-là soit utilisé à bon escient pour définir le niveau de risque pour justement servir dans la décision. Ça pourrait être juste une décision économique. Il faut que ce soit une décision qui tient compte du risque. Le risque à différents niveaux industriels, que M. Lacourcière est bien à même que moi de discuter, mais risque pour le milieu naturel, dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est l'eau souterraine. Donc, c'est une démarche à long terme. Il ne faut pas que s'il y a un go, no-go, une décision positive de poursuivre l'exploration ou l'évaluation de la ressource, qu'il n'y ait pas en parallèle aussi des efforts menés sur la connaissance du milieu qui est nécessaire à développer. Puis pas une connaissance qui est juste un portrait, mais la mise en place d'infrastructures qui, dans le temps, vont permettre d'acquérir des connaissances et de juger de l'évolution de l'état de la situation. Si, que ce soit ici ou à Gaspé ou ailleurs dans le Québec, le gouvernement choisit d'exploiter cette ressource-là, il faut mettre en place le système de loi et de règlement. Le système de loi et de règlement qui vont faire que cette affaire-là va s'exécuter correctement. Les gens de Colombie-Britannique et d'Alberta, dans le type d'exploitation dont on parle, parce qu'on ne parle pas ici des sables bitumineux, mais dans les puits, ils ont développé
une réglementation, des lois et des règlements qui sont extrêmement bien faits. C'est l'exemple dans le monde, quasiment. N'en laisse passer aucun. Aucun. Il y a des inspections. S'il y a des infractions, il tape ses doigts, il ferme. Donc, il y a une culture de sécurité exemplaire auprès du gouvernement. Il s'assure que c'est fait correctement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des accidents, ici et là, mais ça veut dire qu'il faut être capable, si un accident, d'intervenir et qu'on ne souille pas toute la rivière. Il faut être capable d'intervenir dans les minutes qui suivent l'accident pour contenir le pétrole, que ça ne s'écoule pas dans le ruisseau, dans la rivière. C'est là qu'ils sont. C'est pas, ils n'interviennent pas 12 heures après, c'est tout de suite. Et donc, il faut, si, comme collectivité, comme gouvernement, on choisit d'aller dans cette direction-là, il va falloir développer ça. Ça veut dire du travail, mais ça veut dire aussi que ça coûte cher de développer une affaire comme ça. Donc, ça, dans l'aspect économique, ça rentre dans le jeu, ça coûte cher de développer des experts qui sont capables de faire marcher cette affaire-là. Vous regardez le volet sous-sol, moi je regarde le volet escalier si on exploite cette affaire-là. Comment on va transporter ce produit-là de façon sécuritaire? Comment on va opérer ces puits-là de façon sécuritaire, de sorte qu'on n'a pas de surprise? C'est possible qu'il y ait des accidents, mais il faut être prêt. C'est impossible d'avoir le risque zéro. Il faut être prêt à s'assurer s'il y a quelque chose qui se passe, de réagir correctement. Il faut être prêt à réduire ces risques-là au niveau le plus bas possible avec la technologie qui existe. Il n'y a pas de niaisage à faire avec ça. C'est pas avoir une affaire cheap, c'est d'avoir le meilleur qui peut marcher. Et d'avoir les plans d'urgence pour réagir correctement. Un élément important que vous soulevez, c'est justement deux éléments, celui de effet long terme ou cumulatif, qui est en fait un élément où je dirais que maintenant la science est prête à vous répondre. Ça fait que ça, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Au niveau de ramasser des gars puis d'avoir les fonds pour, l'Alberta, on va dire souvent malheureusement à soir, puis les gens ont des préjugés par rapport à l'Alberta, mais ils gèrent leurs affaires comme il faut, dans le sens qu'il y a un fonds où l'industrie est obligée de mettre de l'argent et qui assure justement qu'il n'y a rien qui est laissé pour compte parce qu'une compagnie tombe en faillite ou qu'il y a un problème environnemental. En fait, c'est comme une assurance que l'industrie se paye pour avoir des moyens d'intervention. C'est ça. C'est comme quand il y en a un des membres qui est malade ou un problème, là, ce fonds-là assure que c'est pas la communauté, le gouvernement qui paye les pots cassés, mais que c'est l'industrie elle-même, par ses profits, qui assure les réparations. Je pense que le gouvernement est en réflexion sur une future loi, n'est-ce pas? Et dans les mines au Québec, c'est comme ça par contre. Oui. Okay. Donc, ils savent eux-mêmes comment faire ça parce qu'ils l'ont appliqué aux mines. Okay. Mais c'est pas appliqué aux hydrocarbures. Moi, j'ai de la misère avec les scientifiques qui sont pour ou contre. Dans le sens, c'est pas notre job. Notre job, c'est d'éclairer le débat public. Dans le sens que vous donnez des réponses qu'on est capable d'en donner, puis de vous dire que la science n'est pas capable de répondre ou de préciser, par exemple, le niveau de risque ou des choses comme ça, quand c'est le cas. Ça fait que c'est ça notre job, là. Parce que ce qu'on fait à soir, puis que j'ai fait à d'autres places comme à Gaspé, c'est de donner des informations, mais aussi de donner des informations sur ce qu'on ne sait pas. Puis il y en a des trous, des points d'interrogation par rapport à cette activité industrielle-là qui vont devoir trouver réponse. Puis
Puis c'est essentiel qu'en même temps qu'il pourrait y avoir un développement, il doit y avoir un développement aussi des connaissances pour gérer cette activité-là. La deuxième, OK. Maintenant, pour les questions d'opération, de fracturation éventuelle, à ce que je sache, il n'y a pas eu de go de données. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Là. Ça fait que comme je pense que présentement, l'industrie est en train d'évaluer la ressource ou même, je ne sais même pas s'ils savent eux-mêmes où est-ce qu'ils voudraient aller, ben, on ne peut pas donner de détails sur les conditions de fracturation. Par contre, moi je pense que dans l'état d'avancement, puis la présence d'un débat public justement sur ce sujet-là, je pense qu'il serait possible, même nécessaire, que la population exige des réponses là-dessus. Ça va être quoi les conditions d'opération, de fracturation qui vont être faites, s'ils sont pour être faites. Puis, justement, avec les garanties ou l'encadrement qui va avec. Je voudrais remarquer qu'avec le règlement qui a été passé l'été dernier par le ministère de l'Environnement, il y a aussi plusieurs exigences encadrant les aspects environnementaux reliés à la fracturation hydraulique, notamment la reddition de comptes et la soumission d'informations au gouvernement. Ça, c'est des informations qui vont au gouvernement, mais ça veut dire que le gouvernement aussi va avoir au moins un minimum d'informations sur la nature des opérations qui vont être menées. C'est maintenant une exigence depuis 2014. Par contre, le trou qu'il y a présentement dans la législation, c'est du côté du ministère de l'Énergie et des Ressources qu'il n'y a pas encore de cadre pour gérer les opérations plus de forage, complétion, tout ça. Il y a déjà un cadre réglementaire, mais qui n'est pas une loi, mais qui ne sont pas à jour. En général, pas spécifiquement juste pour ici, mais en général, pour les autres sites sur lesquels je travaille, et si je prends l'exemple de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta, il faut des structures pour intervenir. Ces structures-là restent à être développées. Si on va dans la direction d'exploiter cette ressource-là, il va falloir développer des ressources, que ce soit ici, que ce soit à Gaspé ou ailleurs, pour être capable d'intervenir. Il y a deux façons d'intervenir qui sont utilisées en Alberta et en Colombie-Britannique. Les compagnies forment des coopératives. C'est-à-dire qu'ils partagent leurs ressources ensemble pour être capables d'intervenir. Ils ont des camions vacuum, des estacades, des booms du monde, et ils partagent ça. Mais je vais revenir. L'autre façon, si c'est un seul exploitant, il doit fournir toutes ces ressources-là. Il doit être capable d'intervenir si quelque chose se passe. Il faut développer ces ressources ici que vous ne les avez pas en ce moment. Voilà, il va falloir, comme vous le dites, que le gouvernement, par ses lois et par ses règlements, exige que les ressources soient mises en place. Exploiter du pétrole, il y a des risques. On ne se racontera pas d'histoire, il y a des risques, mais il y a des risques, c'est pas anormal, il y a des risques dans tout ce que l'on fait. Je l'ai dit au début, il faut mettre en place ce qu'il faut faire pour intervenir, s'il arrive à quelque chose. Si on ne fait pas ça, on va se planter. Vous êtes sur un île, vous êtes plus vulnérable que tout le monde probablement, mais les autres aussi ont des vulnérabilités qui sont moins grandes, qui ne sont pas sur une île, mais essentiellement, la ressource pour intervenir, que ce soit les pompiers ou les gens qui interviennent en cas de déversement, il faut qu'elles soient assemblées, développées, que les plans soient mis en place et fonctionnels. Il est possible d'avoir cette formation-là, c'est des formations spécifiques, comment intervenir. Et il est possible d'engager les spécialistes d'Alberta, il y a des francophones là-bas, il est possible de les emmener ici et de former le monde qui ont travaillé là-dessus. Sur ce type d'urgence-là. Et donc, il est possible de développer le monde pourvu qu'il y ait une volonté de le faire.
Se suggérerait dans ces cas comme ça, ce soit que les exploitants pétroliers paient pour inviter du monde pour former, pour vous former. Donc, c'est normal vu qu'ils exploitent cette ressource-là, qu'ils aident la municipalité à développer ses connaissances. Pour ce faire, il s'agit juste d'inviter du monde, des formateurs, qui doivent former les personnes, que ce soit votre service incendie ou que ce soit les autres personnes qui seront désignées pour le faire. La même affaire à Gaspé. Il est possible, je dirais rapidement de le faire. Il y a du monde qui sont capables de le faire, pourvu que l'argent soit mis sur la table. Je mentionnais simplement, M. Lacourcière, en fait, que l'exigence peut être aussi qui amène carrément le service, parce que si c'est une activité qui est temporaire, parce que tu n'as pas à former, s'il y a un développement, oui, ça se fait, ça doit se faire, mais s'il y a une activité qui est ponctuelle, ben là, il faut qu'ils viennent avec tout ce qu'il faut pour opérer les risques encourus par l'activité.